Mes chers collègues, si vous voulez prendre place, s'il vous plaît. Mes chers collègues, nous allons aujourd'hui procéder pour la première fois à l'audition d'un membre envisagé, d'un président envisagé d'une institution publique, puisqu'il s'agit aujourd'hui pour nous d'examiner la candidature à la nomination de président de l'EFT Radio France de M. Jean-Luc Hess. Ainsi que vous le savez, c'est un des pouvoirs nouveaux donnés aux commissions concernées. En ce qui nous concerne, et avec nos homologues de l'Assemblée nationale, la possibilité d'auditionner le candidat à la présidence de l'EFT Radio France. À la suite de l'audition, nous devrons procéder à un vote où nous répondrons à cette question très simple. Est-ce que nous approuvons ou est-ce que nous désapprouvons cette nomination? Nous avons la possibilité de la désapprouver à la majorité des 3/5 des votes de l'Assemblée, de la commission saisie au fond à l'Assemblée et au Sénat, des deux commissions. Pour votre information, l'Assemblée nationale se réunira en ce qui la concerne demain. Cette audition se déroule donc en application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 5 mars 2009 relative à la nomination du président de Radio France et comme nous l'avons souhaité, cette audition est publique. Je souhaite donc la bienvenue à Monsieur Hess. Monsieur, vous allez avoir, disons 10 minutes, un quart d'heure pour nous exposer vos projets pour l'avenir de Radio France. Nous pourrons ensuite vous poser un certain nombre de questions et puis nous procéderons au vote par scrutin secret, chaque membre présent ne pouvant être muni que d'une procuration. Voilà. Cher monsieur, excusez-nous cet accueil peut-être un petit peu solennel, mais maintenant ce qui compte, c'est ce que vous allez nous dire sur vos projets à propos de Radio France. Je vous donne la parole. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je me présente devant vous très conscient de l'importance du moment. J'ai donc été désigné par l'exécutif pour postuler à la présidence de Radio France. J'ai reçu l'avis conforme du CSA. Et selon cette nouvelle formule, donc instaurée par la loi sur la réforme de l'audiovisuel public, je me présente devant vous aujourd'hui, j'en ferai autant demain donc devant vos collègues de l'Assemblée, ce qui est bien normal puisque vous représentez la nation et que je dis souvent que Radio France appartient à tous les Français. Cette procédure a entraîné, je l'avoue, une légère difficulté, celle de réserver pendant plusieurs semaines maintenant mon expression à vous seul, donc jusqu'au terme de cette désignation. Je suis donc resté muet face à la curiosité, de temps en temps aussi la suspicion autour de cette nouvelle loi. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incomberait si vous m'accordiez votre confiance, en même temps que l'honneur de diriger Radio France, bien sûr, et si vous le permettez, je vais m'autoriser à rompre très partiellement la confidentialité d'un entretien que j'ai eu avec le président de la République. Et je crois que cette relative indiscrétion est de nature à répondre à une vraie question de fond. Il y a quelques semaines, donc, le président de la République m'a convié à l'Élysée. Il s'est enquis de mes nouvelles activités. Il m'a demandé si j'étais toujours passionnément épris de l'industrie radiophonique et aussi du service public, ce à quoi j'ai évidemment répondu par l'affirmative. Et il m'a fait savoir qu'il souhaitait désigner à la tête de Radio France un journaliste. Alors, je ne veux pas, bien sûr, interpréter la pensée du président de la République, mais pour ma part, j'ai lu son projet de la manière suivante. Un journaliste, dans mon esprit, et pas seulement dans mon esprit, un journaliste est un homme, un professionnel indépendant qui n'obéit qu'à l'éthique de son métier. Le président de la République, au cours du même entretien, a constaté que nous ne nous connaissions pas, ce que je confirme devant vous. Mes responsabilités précédentes m'ont conduit, au fil des années, par déontologie, à établir une sorte de, j'allais dire, de barrage entre la vie politique et moi, quelles que soient d'ailleurs les amitiés qu'on puisse développer au cours des années, ou en tout cas les sympathies. Un mot encore, si vous me le permettez, sur cet entretien avec le président de la République. Il a précisé qu'il ne me demandait pas comment j'avais voté,
et j'ai apprécié la courtoisie, je vous le dis. Et plus important, il m'a fait savoir très solennellement que jamais il ne me demanderait quoi que ce soit qui puisse heurter ma conscience ou mes convictions. Alors, à propos de convictions, je ne pense pas qu'il s'agisse en la circonstance de mes préférences personnelles. Je suis un citoyen comme les autres, donc je vais voter, donc j'ai une option sur la vie démocratique de ce pays, mais ça ne regarde que moi et mes intimes, et c'est une règle que je me suis imposée dans mon métier depuis bien longtemps. Je vous disais que je suis un professionnel de la radio, donc mes propres choix citoyens n'ont pas à être mêlés à l'exercice de mon métier, encore moins à l'exercice de mon éventuel mandat, si encore une fois vous m'accordiez votre confiance. J'ai en revanche des convictions qui sont très très fortes quant à l'exercice de ce mandat. C'est vrai que j'aspire à être président de Radio France et j'ai de cette mission de service public une très haute idée, et depuis longtemps. Les Français sont justement attachés au service public, c'est le garant de l'égalité de traitement pour tous, c'est le garant de la continuité de ce service et c'est le garant d'un développement au service de la société tout entière dans son pluralisme et sa diversité. Je l'ai toujours compris comme ça. Et il est, selon moi, fondamental de défendre en permanence cette notion de service public qui est une véritable institution de la République. Et je ne pense pas que je puisse être accusé de grandiloquence en disant ça parmi vous. Il est, selon moi, vraiment fondamental de défendre ce service public. C'est pas une notion anodine et j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant les membres du CSA. Les antennes de la radio publique appartiennent à tous les Français, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient favorisés ou moins favorisés, qu'ils aiment la pop music ou Mozart. Et c'est un service public que vous avez constamment soutenu et aidé. Et c'est un lien démocratique dont nous avons besoin, me semble-t-il, encore plus à certains moments de l'actualité de ce pays, notamment quand on traverse une crise. J'ai dit que c'était une institution de la République. Et encore un mot là-dessus, la République, pour moi, dans mon domaine, c'est d'abord l'accès de tous à une information complète, sérieuse, pluraliste et de qualité. L'information est le socle de la connaissance citoyenne sur lequel on forge nous-mêmes, on fonde nos choix individuels et c'est particulièrement vrai aujourd'hui où on a vu s'effriter d'ailleurs de temps en temps la confiance qu'on accorde à certaines institutions, certaines autorités. Plus que jamais, je pense que le citoyen a besoin de ce socle d'informations sûres et vérifiées, qui est la base de la connaissance politique commune de notre société. C'est l'honneur des journalistes que de participer ainsi à un rôle essentiel dans une démocratie moderne, et je m'honore que ce soit à un journaliste que pourrait être confiée la mission de conduire les radios du service public, et à un journaliste conscient de ses responsabilités. La République, c'est aussi, à côté de l'accès à l'information, l'accès à la culture, bien sûr, et au divertissement, là encore, dans le respect du pluralisme de toutes les recettes de la création. Bien sûr, Radio France, et vous le savez, est en concurrence avec les groupes privés. C'est une excellente chose de mon point de vue, mais plus que jamais, le service public doit faire entendre sa différence. Cette différence, c'est précisément cet attachement à ces valeurs républicaines. Et je suis d'ailleurs persuadé, pour ma part, que cette différence est à l'heure actuelle un vrai atout compétitif. Alors aujourd'hui, je dois, par ce très court exposé, je vous le promets, la présentation de la vision pour Radio France. Ce sera un court exposé en 4 points, si vous le permettez, donc sur les antennes de Radio France, sur les relations sociales au sein de l'entreprise, et les travaux de réhabilitation de la Maison Ronde et sur les nouvelles technologies. Je vais aller vite pour pouvoir répondre à vos questions. Radio France, donc, vous le savez, se distingue par la spécificité et la diversité de ses missions, donc de ses antennes. Radio France, c'est près de 12 millions d'auditeurs quotidiens sur cette chaîne, donc le groupe se porte plutôt bien, encore que il est enregistré de meilleurs scores d'audience au début des années 2000, je peux en témoigner. Donc cette chaîne généraliste, thématique ou de proximité et 4 formations musicales. C'est important parce que sur ce groupe emploie environ 600 journalistes, mais il emploie aussi de façon régulière 400 musiciens professionnels, et je ne parle pas des comédiens et des services de comédiens. Donc toutes ces entités sont complémentaires, bien sûr, c'est le sens d'un groupe de radio de service public, mais il me semble que cette complémentarité pourrait fonctionner mieux encore pour mieux mutualiser les ressources de l'entreprise. Comme dans toute industrie, le paysage radiophonique est en train de changer, il change et c'est tant mieux. Les habitudes d'écoute de nos auditeurs, notamment des plus jeunes, ont beaucoup évolué. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Ce n'est qu'un début, mais j'ai tendance à penser que c'est une chance à la fois pour nos antennes et pour nos productions. J'ai décrit devant le CSA, une de mes priorités, c'est le contenu des antennes. Je crois qu'on peut toujours faire mieux, toujours aller plus loin, toujours gagner davantage d'auditeurs pour le service public, et ça s'appelle le progrès. Et le progrès, c'est pas simplement dans la technologie, c'est une attitude, le progrès, et aucune de nos antennes n'est exempte d'amélioration.
Rapidement, France Inter tient son rang dans les radios généralistes, mais elle a connu des jours meilleurs en termes d'audience. En 2003, cette radio avait atteint 11,8% d'audience, elle est à 10,2% aujourd'hui. Je crois que là aussi, on peut mieux faire. Je crois que l'érosion d'une antenne généraliste n'est pas du tout une fatalité. Il faut donc constamment rénover, mobiliser les antennes, donc les personnels, ce qui n'est pas toujours très facile sur France Inter. Vous savez que c'est une chaîne qui a des auditeurs fusionnels, comme on dit dans le métier, je peux en parler d'expérience. Donc il est difficile de réformer certaines choses. Parfois, il est difficile de faire avancer les choses parce que les gens qui nous écoutent sont toujours un peu suspicieux quand on introduit des changements sur une antenne. Enfin, et France Inter n'est pas la seule antenne comme ça, mais de toute façon, je pense qu'il faut vraiment accompagner un peu plus la vie des Français. Moi, j'ai certaines idées, évidemment, de programme. C'est mon métier de base et je pense que ce ne sont pas les personnels de France Inter qui se rebelleraient contre cette notion d'avancer et de stopper une érosion. Je crois que c'est dans la nature de nos métiers d'essayer de battre la concurrence. Pour France Info, alors, j'ai assisté à la naissance de France Info il y a 22 ans, donc ça reste évidemment une référence très très importante pour moi. Je pense que c'est un outil de grande qualité, mais encore là, on sent que les audiences stagnent pour dire le moins, donc depuis quelque temps. Et je pense que là non plus, c'est pas une fatalité. Il y a toute une équipe journalistique qui a vraiment l'expérience, qui a vraiment la compétence. Et là, je crois aussi qu'on peut présenter des projets nouveaux à une direction de chaîne et aux journalistes qui font cette équipe qui est vraiment formidable. Je pense qu'il faut refonder un certain nombre de choses pour éviter, ne serait-ce que la répétitivité de l'antenne qui est liée, enfin de son automatisme. Je crois qu'il y a vraiment des choses nouvelles à trouver et je crois que les personnels, franchement, ils sont prêts, ils vont pas rester les bras croisés en regardant partir des parts de marché. France Bleu, c'est un modèle dans son genre. C'est une radio qui est faite, un groupe de radios qui s'intéresse à la vie locale et qui sont ancrés dans la vie locale. Et c'est bien, et on s'en rend très bien compte lorsque le pays traverse une crise. Je pense aux intempéries dernièrement. Il y a une mobilisation des gens qui est tout à fait extraordinaire. C'est un vrai service. Et cette notion de service est peut-être à faire vivre encore davantage. Je pense aussi que les personnels de France Bleu seraient attachés à ça, à faire vivre davantage les services que peuvent rendre Radio France à une communauté. Encore une fois, surtout dans un moment de difficultés. On parle de difficultés économiques et sociales. Il y a des problèmes de couverture encore sur ce réseau qui est très modernisé, qui est très dédié. Enfin, c'est un très beau réseau sur le plan technologique. Et il y a encore des trous dans la couverture de France Bleu, ce qui est un problème récurrent, par exemple, pour la région Midi-Pyrénées. Je crois que c'est la plus grande région de France, d'ailleurs, avec 8 départements. Et je pense que les technologies nouvelles qui avancent, dont on prévoit l'utilisation, seraient de nature sûrement à combler un certain nombre de trous de couverture, ce qui serait vraiment très très bien pour France Bleu. France Culture est une station dont je parle peu, que j'écoute beaucoup, parce que j'adore cette station, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc je vous le répète, mais je suis toujours assez étonné par l'imagination et cette espèce d'effort de modernisme que fait France Culture dans un monde qui est ultra médiatique. Donc il y a une démarche d'ouverture qui me plaît beaucoup. Et en plus, on conserve à France Culture une espèce d'exigence intellectuelle, et c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. France Culture peut encore faire beaucoup d'efforts en termes d'ouverture et d'accessibilité à un certain nombre de publics. Pour France Musique, et là je sais un peu de quoi je parle en termes de concurrence, puisque j'en viens, donc il y a cette concurrence, mais France Musique a des atouts tout à fait uniques. Je ne vais pas parler des personnels, de leur culture, mais puis en plus de l'ambition de France Musique qui n'est pas de programmer toute la journée les tubes de la musique savante. Donc il y a un vrai projet qui est très important. Puis il y a un atout qui est tout à fait unique, ce sont les formations musicales de Radio France. Et je rappelle que France Musique a une obligation, si j'ose dire, dans un cahier des charges qui n'existe pas, mais tout de même, c'est d'exposer nos grandes formations musicales. Ce que France Musique fait, moi je pense qu'on peut encore faire davantage. C'est vrai que France Musique diffuse, je crois, 600 concerts par an. Le slogan est vrai, c'est la plus grande salle de concert du monde. Mais je pense qu'on peut toujours mieux faire pour nos formations. Et je
pense que ce propos vaut aussi pour d'autres antennes. Je pense qu'une antenne comme France Inter, alors qu'il le fait dans des émissions de programme, mais il me semble qu'on devrait exposer davantage le talent et la beauté de nos formations musicales. Je voudrais vous dire un mot sur le Move aussi, qui est une radio qui m'intéresse beaucoup de ma possible future perspective. C'est une très belle idée de service public parce qu'il y a le marché de la radio, il y a les parts de marché qu'on entend conquérir, il y a le souci qu'on peut avoir aussi de voir l'érosion des auditeurs jeunes des chaînes de Radio France, peut-être à l'exception de France Bleu d'ailleurs, mais au-delà de tout ça, au-delà de l'industrie radiophonique, il y a le fait que ça, c'est une mission de service public de s'intéresser à ce public jeune qu'en a vraiment besoin. Et le public jeune, de mon point de vue, c'est pas simplement un public un peu perdu et avide de musique de son époque. Ça doit aller un petit peu au-delà de ça. Et quand on regarde le Move, je suis pas dans une position de critiquer, ce serait trop facile. Je pense que je suis dans une position où je me demande comment on peut améliorer les choses sensiblement pour des antennes. Je me dis qu'il faut revoir un certain nombre de choses, ça ne peut pas être un ghetto, une radio de jeunes. Il faut qu'il y ait des formats d'information pour les jeunes. Il faut aider à intégrer des gens jeunes dans une communauté dont ils ne comprennent pas toujours tous les mécanismes et on ne peut pas leur reprocher. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'attarder davantage dans le contenu des antennes. Il faut revoir les choses et il faut ouvrir cette radio à un public plus large. Il faut s'intéresser à l'éveil culturel, à l'éveil artistique. Il faut s'intéresser à l'éveil politique aussi des jeunes Français. Et donc, je crois qu'il y a vraiment là un chantier, si ce n'est imposant, mais un chantier vraiment tout à fait passionnant. Parce que je regardais les chiffres de Médiamétrie. Sur 5 ans, le groupe Radio France, les antennes de Radio France ont perdu 20% de leur public jeune. Alors, il faut aussi être objectif et voir que l'accès à nos antennes n'est pas évident pour les publics jeunes en soi. Mais tout de même, je pense qu'on ne peut pas laisser tomber ça comme ça. Un tout petit mot sur FIP, si vous le permettez. C'est un bijou. J'ai démarré ma carrière radiophonique le 8 mars 1972. C'est vous dire que c'est une radio que je regarde avec beaucoup d'intérêt. Moi, je pense qu'une priorité du futur président de Radio France, c'est d'élargir la diffusion de FIP. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se dire qu'on a un très très beau produit et le dire sans arrêt et puis en rester à ce statu quo. Il y a des petits problèmes par là et je pense que là aussi les technologies d'aujourd'hui pourraient nous permettre d'améliorer la diffusion de FIP, soit par la modulation de fréquence en partie, soit aussi par le Internet. Je crois que c'est un des sites les plus visités de Radio France. J'en ai fini avec les antennes, je répondrai bien sûr à vos questions. Un point important sur les relations sociales au sein du groupe Radio France. C'est une maison qui compte près de 4500 personnes et la masse salariale compte pour près de 60% du budget de l'entreprise. Il se trouve que l'arrivée d'un nouveau président à la tête de ce groupe coïncide avec la dissolution de l'association des employeurs de l'audiovisuel public suite au retrait de France Télévisions. Alors du coup, ce qui est cohérent d'ailleurs d'une certaine façon, même si le timing est un petit peu plus difficile, du coup un peu plus abrupt, mais les conventions collectives régissant la vie des salariés de Radio France deviennent donc caduques et je comprends les inquiétudes du personnel, surtout en cette période. Il faut donc réécrire cette convention collective. On n'a pas le choix du calendrier, encore une fois, on a 15 mois devant nous pour arriver à renégocier cette convention qui peut être une chance pour tout le monde, aussi bien pour l'entreprise que pour les personnels de Radio France, puisque on arrive dans une période de nouveaux métiers dans notre activité. Donc c'est cohérent avec l'évolution de nos métiers. Ce serait évidemment ma priorité et de fixer un calendrier de négociation tout de suite avec les organisations syndicales de la maison. Je rappelle que les précédentes conventions collectives qui régissent la vie de Radio France en ce moment datent de mars 1984, donc ça fait plus de 25 ans, un quart de siècle. Les choses ont changé depuis et plusieurs parlementaires, des sénateurs notamment, ont rappelé cette nécessité au fil des années, ont vraiment prêché pour la modernisation nécessaire de ces textes. Individuellement, j'ai le sentiment que les salariés du groupe Radio France sont prêts. Il y a des inquiétudes, mais je sens qu'ils sont prêts, qu'ils sont conscients de la nécessité de réévaluer ces textes. Collectivement, ils n'ont pas eu de cadre pour en discuter. Donc,
ça serait à moi et à mon équipe de fournir ce cadre. Et encore une fois, je sens que les choses ont beaucoup évolué au sein de cette maison que je connais bien. Au final, il s'agit d'adapter, je vous l'ai dit, l'entreprise à des nouveaux métiers, mais aussi d'assurer un cadre protecteur aux salariés de Radio France. C'est une maison qui saura les former, qui saura les accompagner, qui saura assurer leur propre développement en termes de compétences et de promotion. Et la discussion générale débuterait bien sûr immédiatement. Troisième et avant-dernier sujet, si vous le permettez, la réhabilitation de la Maison Ronde. Alors vous connaissez ce dossier, c'est un sujet majeur parce qu'en dépend la sécurité des personnels de Radio France, en dépend l'activité de la Maison Ronde et en dépendent les deniers publics aussi. Alors ces travaux étaient nécessaires, bien sûr, pour assurer la sécurité incendie, nécessaires aussi de façon opportuniste pour moderniser nos installations et les rendre plus fonctionnelles, à la fois pour les salariés et pour le public. Le coût total, je crois, a été estimé à 420 millions d'euros en euros courants, en euros constants, pardon, soit sensiblement plus que les prévisions énoncées par le contrat d'objectifs et de moyens, en tout cas d'après le bilan de performance établi par la DDM en 2007. Vu de l'extérieur, et je suis à l'extérieur, je n'ai pas connaissance du dossier. C'est un dossier à risque, comme la plupart des chantiers de cette amplitude, bien sûr. Je crois que le rapporteur spécial du Sénat, M. Claude Bellos, montrait assez critique l'an dernier sur un certain nombre de points quant à la conduite des opérations. On me dit que le budget a été revu à la baisse. Alors, est-ce qu'il s'agit du même projet? Est-ce que certains éléments de rénovation ont été abandonnés? Je n'ai pas accès aux dossiers, encore une fois, mais évidemment, une vigilance exemplaire s'impose. Un mot pour terminer sur les nouvelles technologies qui sont en train de révolutionner nos métiers. L'enjeu est évidemment vital pour Radio France, qu'il s'agisse des outils numériques ou du web. La convergence des médias, des télécommunications et de l'informatique, c'est une réalité comprise par tous les acteurs du marché, pas seulement à Radio France. Donc là-dessus, 3 domaines nous intéressent. Il y a d'abord la production numérique, la diffusion numérique et puis Internet. En ce qui concerne la production numérique, je crois qu'on peut dire qu'elle est entrée dans les mœurs de la maison. J'avais même obtenu il y a 5 ans, lors du déménagement de la France Inter, la numérisation totale des moyens de production. Donc les personnels se sont vraiment assouplis et c'est vraiment un métier d'ailleurs qu'ils adorent, bien sûr. La diffusion numérique nous amène à cette fameuse radio numérique terrestre, la RNT, c'est notre avenir, c'est même notre destin, puisqu'à terme, ce sera notre mode de diffusion. Actuellement, la diffusion de nos programmes se fait sur le modèle analogique, mais on l'a vu, les fréquences sont rares. La RNT est donc une formidable opportunité que cette maison ne peut pas rater, bien sûr. Ça permet de servir tout le monde, la qualité du son est meilleure, ça permet d'enrichir nos programmes de produits associés, puis ça permet aussi à terme de baisser nos coûts de diffusion. Je dis à terme parce que la question importante, c'est de savoir combien de temps il y aurait coexistence au fur et à mesure du développement de la RNT, combien de temps il y aurait coexistence avec la modulation de fréquence, parce que ça augmente sensiblement les coûts de diffusion pour un groupe comme Radio France. Donc cette question de la mise en place, du temps nécessaire à la mise en place est importante. On peut penser généralement que ça ira peut-être plus vite que beaucoup de gens disaient si on regarde le succès de la TNT ou de la DSL, donc tous les historiques de la télévision qui ont négligé la TNT s'en mordent aujourd'hui les doigts. Donc évidemment c'est un rendez-vous capital pour un groupe comme Radio France. J'ai gardé Internet pour la fin, le net qui a introduit une relation alors qui est tout à fait nouvelle entre le diffuseur et l'auditeur. J'allais dire que le web est devenu le meilleur ami de la radio, puisque les gens qui aiment la radio adorent la mobilité aussi. Donc c'est un couple qui fait bon ménage et qui va se développer. Près d'un tiers des Européens écoutent leur programme de radio par l'intermédiaire du web, ce qui dit quelque chose tout de même sur l'avenir. Sur ce plan-là, je dois dire que Radio France a su s'adapter, voire mieux. Le service, l'équipe multimédia de Radio France parle de 80 millions de podcasts par an, donc ce qui est considérable. Et là, le champ des explorations est très très vaste. Il faut l'explorer en essayant de garder la tête froide aussi devant toutes les opportunités pour un groupe comme Radio France.
Ça peut permettre d'apporter beaucoup de complémentarité à l'antenne. Ça favorise évidemment l'interactivité et la relation avec nos auditeurs. Ça peut permettre la coproduction de contenu. Ça peut permettre aussi d'imaginer des services. Si je dis payant ou gratuit, j'espère que vous n'aurez pas la mémoire trop sélective sur ce sujet. On est allé très loin d'ailleurs déjà ailleurs dans d'autres pays dans ce domaine. Je pense au système Pandora, par exemple, aux États-Unis, qui propose par ordinateur les morceaux les plus génétiquement proches de vos goûts. Il y a aussi des radios, le groupe Sirius a inventé des radios, par exemple il y a une radio Sinatra aux États-Unis, donc Sinatra et les crooners, 24 heures sur 24, de quoi vous rendre la vie très indigeste. Enfin non, en ce qui me concerne, ça serait plutôt comme ça, je préfère Jazz Afib, mais en tout cas, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que j'imagine l'avenir des antennes et des marques de Radio France. Je crois que le service public doit privilégier l'offre à la demande et dans ses contenus pour le web, privilégier la culture et la connaissance. Il y a vraiment un océan devant nous. Je pense simplement à ce qu'on pourrait faire d'une plateforme de partage des connaissances avec les enseignants et leurs classes. Ça pourrait être aussi dans les futurs métiers de Radio France. Voilà ma vision express, bien sûr, hein, pour les 5 années qui viennent, si je devenais président de Radio France. Ça suppose une mobilisation générale des antennes, donc des personnels. À chaque fois que l'entreprise Radio France a entrepris, elle a réussi. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition, bien sûr, pour vos questions. Merci, monsieur. Je vais tout de suite faire l'appel à questions. Monsieur Lagauche, qui est notre représentant au conseil d'administration, à vous en priorité. Écoutez, monsieur, c'est avec grand plaisir que je vous ai écouté et entendu. Vous nous avez même fait les confidences du président, ce qui nous a intéressés dans la mesure où il a dit qu'il ne vous demanderait jamais rien. Je pense qu'il a rajouté qu'il peut vous révoquer du jour au lendemain. C'est un point qui n'est pas négligeable dans le débat que nous avons eu lors du problème de désignation des gens de télévision ou des gens de radio. D'autre part, quand je vous entends, je ne sais pas si, en définitive, vous êtes l'un des candidats à la présidence que l'on doit choisir et vous nous donnez votre point de vue sur la radio, comment vous voyez l'évolution des choses, etc. Ou si c'est une introduction à un cahier des charges qu'on vous a remis et vous nous dites, eh bien voilà comment je vais aborder ce cahier des charges. J'ai l'impression que ce n'est ni l'un ni l'autre, que nous sommes ici par notre bonne volonté pour vous entendre, mais en aucun cas nous ne pourrons vous faire des remarques sur vos propositions, puisque vous n'êtes pas désigné. Et comme nous n'avons pas pour charge de vous désigner, mais simplement de récuser éventuellement la proposition du président de la République, vous doutez bien que pour nous, en tous les cas, groupe d'opposition, la situation n'est pas facile, dans la mesure où, évidemment, par rapport à vous, nous n'avons rien contre vous, a priori. Mais il nous paraîtra difficile de nous prononcer sur le choix du président, dans la mesure où nous ne sommes pas d'accord sur la modalité qui a été adoptée par la majorité, par le gouvernement, en fait, soutenu par sa majorité, bien qu'au Sénat nous ayons fait des propositions un petit peu différentes, qui n'ont pas été reprises par la commission mixte, mais bon, c'est comme ça. Nous nous trouvons dans une situation tout à fait ambiguë. Nous sommes venus en séance par courtoisie vis-à-vis de vous. Et bien entendu, le jour où vous serez désigné, c'est avec grand plaisir, je suppose que notre commission vous écoutera sur vos objectifs en fonction du cahier des charges que vous ne manquerez pas de nous exposer. Et à partir de là, nous pourrons vous interroger et peut-être vous faire des propositions ou des suggestions. La réponse.
parole. Oui, je comprends votre point de vue, monsieur le sénateur. Simplement, je dois être dans cette salle le plus mal placé pour commenter cette loi, cette réforme de la loi sur l'audiovisuel. J'espère que vous me comprenez. Permettez-moi de rajouter, je ne sais pas si vous êtes angoissé sur le résultat du vote, compte tenu de l'intérêt que vous portez effectivement à cette désignation, et si le vote qui va se dérouler vous angoisse a priori, et si vous le jugez utile. Oui, enfin moi je suis venu dans une perspective sûrement différente de la vôtre, monsieur le sénateur, mais bien sûr que le résultat de ce vote m'angoisse. Je vous ai dit que j'aspirais à devenir président de Radio France, donc c'est pas une formalité. Je n'ai jamais pensé, je vous demande de croire en la sincérité de mon propos, que les représentants de la nation étaient là pour enregistrer une décision déjà prise. Donc j'ai cherché à vous convaincre de ma capacité à devenir président de Radio France. Monsieur Renard a demandé la parole, cher collègue. Oui, merci Monsieur le Président. Moi je voudrais simplement dire aussi que nous sommes là réunis dans un processus inédit, bien évidemment, quoi, avec, en ce qui me concerne là aussi, moi aussi, pas totalement à l'aise, pas par rapport à votre personne, Monsieur S, bien évidemment. Moi je suis un vieil auditeur de Radio France et enfin pas de toutes les chaînes, mais enfin de France Inter, de France Musique, enfin, mais et puis donc j'ai été aussi votre auditeur et j'ai applaudi et je me suis réjoui souvent à vous écouter. Alors ce qu'il y a, c'est que le mode de désignation par le président de la République, effectivement, pose problème, quoi. Donc c'est une espèce de porte-à-faux. Et je rejoins un peu ce que disait Serge Lagauche. Il y a un problème du point de vue de la méthode. Parce que c'est vrai qu'on avait avancé des propositions ici au Sénat où on pouvait aller dans les deux sens, dans le processus de nomination, donner un avis, mais aussi dans le processus de bloquer éventuellement le processus de démission d'office, enfin de révocation. Vous voyez. Enfin bon. Alors j'avais quand même une question à vous poser. Vous avez été l'artisan d'une certaine forme d'insolence sur France Inter, une insolence tranquille, que j'appellerais tranquille, mais une véritable insolence. Est-ce que vous pensez toujours que l'insolence, l'impertinence sont des valeurs de la démocratie? Et peut-être encore une question, mais je ne veux pas aller non plus parce qu'on sera amené à vous revoir vraisemblablement, même très sûrement, où on pourra vous poser des questions sur, évidemment, votre programme, entre parenthèses, radiophonique, etc. Et vous avez prononcé tout à l'heure le mot d'industrie radiophonique. Mais vous n'avez jamais abordé, dans votre court exposé, les problèmes de l'art radiophonique et donc de la place de l'art et de la culture sur le service public de la radio, qui a ses formes à lui, des formes originales, bien évidemment. Alors je vais retirer ce vilain mot, je dirais activité radiophonique. Je pense que vous avez raison en ce qui concerne le service public. Je ne sais pas si j'étais insolent ou si j'ai incarné une certaine insolence. En tout cas, je suis sûr que dans mon métier, j'ai essayé d'être libre. Et je crois y être parvenu. Dans mes limites à moi, dans ma morale à moi, je suis journaliste, monsieur le sénateur. Et de temps en temps, ça m'a coûté cher, mon indépendance. Je veux dire, j'ai payé le prix, personne n'en a jamais entendu parler, je ne me suis pas plaint, je connais les règles. Et il m'est arrivé de quitter la maison Radio France. C'était peut-être aussi une façon de payer le prix de cette liberté. En tout cas, c'est une liberté que j'assurais pour toutes mes équipes. Je l'ai fait constamment. Je ne sais pas si c'est une affaire d'éducation, si c'est une affaire de morale, si c'est une affaire d'expérience professionnelle. Mais j'ai toujours défendu mes équipes contre toute pression. D'ailleurs, souvent, elles n'étaient même pas au courant des éventuelles pressions qui pouvaient y avoir. Je suis pas un homme naïf. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Et donc, j'ai eu l'occasion de saisir la complexité des relations entre le médiatique et le politique. Seulement, j'ai eu l'habitude d'assumer mes responsabilités. Pourquoi voudriez-vous que je commence une carrière de dictateur à 57 ans, si je puis me permettre? Mais je vous dis ça, c'est pas une boutade, c'est-à-dire que c'est peut-être une affaire de caractère ou plutôt de principe. Et les gens qui me connaissent au sein de Radio France savent ça, savent que c'est pas facile de diriger un groupe. Il y a toujours de la pression, il y a toujours
même une antenne simplement. À France Inter, il y avait 453 personnes. Alors j'essaie de me retirer de ce tropisme France Inter. C'était une partie de ma vie. Mais donc c'était pas toujours des moments faciles. C'est une chaîne où il y a de l'information, il y a de l'humour, de l'impertinence. C'est vrai que je suis pas fanat du slogan, si vous voulez. Mais c'est une question sémantique, c'est pas une question polémique. Humour plus intelligence, ça suffirait à mon bonheur de patron de Radio France si je devenais patron de Radio France, vous voyez. Je crois que parfois on est dépassé par les polémiques d'une antenne. Et je pense à Stéphane Guillon, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Je suis bien convaincu, le connaissant bien, le connaissant de près, qu'il s'est trouvé dépassé par la polémique qui était créée tout à coup. Et c'est pas, ce sont comment dire des sujets qu'on peut aborder sur une antenne, qu'on peut aborder au sein d'une équipe, on peut régler beaucoup de choses. Simplement, il y a des bases de comportement quand on travaille sur une antenne de service public. Et je changerai jamais d'avis là-dessus. J'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement au CSA. La diffamation m'est totalement insupportable. Je le sais parce que j'ai eu à y répondre en tant que patron d'antenne et qu'un patron d'antenne est responsable de ses équipes. C'est pas les boucs émissaires, les gens d'une antenne. Ils ont un patron qui les dirige. Sinon, c'est pas la peine d'avoir un patron. Donc, moi, j'ai assumé ces choses-là. Je ne supporte pas la diffamation, je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte pas l'injure. À part ça, on peut être humoristique et très intelligent. Il y a beaucoup de marge. Il y a beaucoup de marge. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de me faire confiance et de ne pas vous inquiéter sur la liberté, la tolérance, la censure, l'humour. On vit dans un monde moderne, on a besoin de se détendre, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris moi d'ailleurs, en ce moment devant vous. Donc voilà, quoi, je ne serai pas un assassin, évidemment. Je ne vais pas, au bout de 40 ans de métier, risquer ma réputation sur ce genre de soupçons. Alors, Monsieur Thiollière, qui est notre rapporteur média, puis Mme Morin-Desailly, qui a été co-rapporteur, j'imagine que vous avez des questions à poser. Puis ensuite, Monsieur Doge, qui m'a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur Hess, vous poser trois types de questions, si vous voulez bien. Première question, la Cour des comptes avait imaginé que l'on puisse avoir un contrat d'objectifs et moyens pour piloter Radio France. Et donc, Monsieur Cluzel s'est beaucoup inspiré, bien sûr, de ce contrat d'objectifs et de moyens qui vient à terme cette année. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous disiez comment vous verriez vous-même, si vous accédez donc à la présidence de Radio France, le contenu de ce contrat d'objectifs et de moyens, quelles en seraient les évolutions que vous souhaiteriez, et puis bien sûr la clé financière qui va avec, comment souhaiteriez-vous voir évoluer le budget de Radio France, et à supposer que l'on vous demande de faire des économies, ce qui est dans l'air du temps pour tout un chacun aujourd'hui, comment verriez-vous la gestion de ce contrat d'objectifs et de moyens? Le deuxième type de question, c'est sur une façon de voir les programmes des différentes antennes de Radio France. Si on imagine que vous souhaitiez aller plus loin dans, par exemple, l'élargissement des programmes de France Musique dont vous parliez tout à l'heure, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre l'élargissement des programmes et l'audience qu'on est capable d'obtenir ou qui est possiblement en train de se rétrécir si on change les programmes. Vous parliez tout à l'heure de fusion entre les auditeurs et les antennes, ce qui est sûrement très vrai. Et donc, il y a des risques à prendre. Et donc, à quel endroit verriez-vous le curseur pour des chaînes ou pour des antennes, en l'occurrence, du service public? Et puis, troisième type de question, c'est un service public, ce sont des antennes du service public, et donc il y a un problème d'équité territoriale. Vous le rappeliez tout à l'heure avec Radio Bleu, on est un certain nombre de collègues de nos territoires à ne pas avoir de couverture du service public de Radio France sur nos territoires. Nous pensons que cela est injuste au sens républicain du terme, parce que le service public doit couvrir la totalité des territoires et apporter à la fois l'information, mais aussi les moyens d'un débat démocratique qui soit le même partout. Et quand on dit partout, c'est que cela représente effectivement des régions qui sont de plusieurs centaines de milliers d'habitants, voire de plusieurs millions d'habitants. Et de la même manière, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a la chance d'avoir avec Radio France des orchestres de grande qualité. Malheureusement, ces orchestres sont très parisiens de par leur fonctionnement et de par, je dirais, la richesse de leur programmation. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans l'avenir que ces orchestres-là puissent aussi jouer un rôle de moteur sur les territoires de notre pays? Voilà les trois types de questions que j'aimerais pouvoir vous poser.
je vais commencer par la musique, si vous le voulez bien. Je travaille actuellement chez un compétiteur de France Musique et je vais vous faire une confidence, j'ai découvert un monde assez fantastique dans les musiciens classiques que je connaissais moins bien que la culture dite populaire dans mes activités de patron d'antenne à France Inter. Et je suis tombé de passion pour ces gens-là. Et je pense que ces gens-là, il y a une génération tout à fait étonnante où il y a une fantaisie, une envie de faire que je ne retrouve pas dans d'autres secteurs culturels forcément. Et j'ai été très surpris par ça. Et ça m'a donné beaucoup d'idées. Enfin, on peut rêver. Mais après, comme vous me parlez des moyens et du budget de Radio France, je me dis qu'il faut peut-être pas que je rêve trop. Sinon, on va entrer en contradiction avec votre propos précédent. Mais les deux orchestres de Radio France sont à un niveau devenu vraiment exceptionnel, je trouve. Et moi, je pense comme vous, je pense qu'il y a plein d'occasions où ces formations pourraient sortir de Paris. Il y a de beaux endroits aussi pour donner des concerts en France. Et je pense aussi à d'autres choses, parce que je me suis beaucoup intéressé récemment, ces derniers mois, à la démocratisation des publics de la musique classique. Si vous avez des enfants, la pratique musicale en France auprès des jeunes se développe de façon assez étonnante. Et si vous avez des enfants, c'est très compliqué de les inscrire à un conservatoire ou à une école de musique. Il y a une vraie demande. Et moi, c'est vrai que j'ai des rêves un peu fous avec les orchestres de la maison. C'est que c'est vrai que le mercredi après-midi, mais c'est une idée que j'avais déjà avant, mais c'est toujours difficile de faire remettre les choses, mais on peut le faire. Enfin, si on veut, on peut faire des choses quand on a des outils pareils à disposition. Le mercredi après-midi, j'ai toujours rêvé d'avoir un embouteillage de cars scolaires dans la maison de la radio. Que tout le monde, enfin que tous ces enfants qui veulent, ils aient la possibilité d'accéder à ça, qui découvrent un monde qu'ils connaissent pas. Moi, j'ai eu cette chance-là à Radio France. Il m'est arrivé d'aller dans les salles de répétition ou de m'asseoir, de me mettre à côté du chef pour écouter un orchestre, ce que je n'avais jamais entendu de ma vie. J'ai attendu d'avoir 45 ans pour ça. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Donc, c'est un des... Alors, je ne veux pas m'avancer trop parce que après, il faut faire bouger beaucoup de choses. Ce sont des mondes merveilleux et délicats. Mais je pense que oui, il faut faire quelque chose par là. Je vais botter en touche sur une question, Monsieur le Sénateur, si vous le permettez, c'est sur le contrat d'objectifs et de moyens, parce que je n'ai pour l'instant accès à aucun dossier de Radio France. Donc il m'est difficile, j'ai une idée globale des budgets, j'ai une idée globale de la masse salariale, par exemple. Et donc, quand vous me parlez, par exemple, de la couverture de France Bleu, je me dis que là aussi, on risque d'être en contradiction, parce que je viendrai vous voir pour m'aider à avoir des moyens budgétaires supplémentaires, parce que moi, je pense que France Bleu fait partie de ce service public, c'est un lien absolument essentiel. En plus, il y a beaucoup de choses à y faire en termes de développement des services locaux. Et donc, je me battrai pour ça. Mais je serai obligé de venir vous voir, Monsieur le Sénateur, pour vous demander un peu d'aide. Et donc, encore une fois, sur ce qui concerne le contrat d'objectifs et de moyens, c'est un dossier vital pour la maison, pour les années qui viennent, et qui doit être mis sur le métier dans 2 mois, 3 mois maintenant. Il arrive à expiration, je crois, le 1er juillet. Donc, je me permets de réserver mes réponses. Morin de Sailly, puis Monsieur Doge. Merci, Monsieur le Président. Donc, quelques questions complémentaires à ce que vient de dire mon collègue Michel Thiollière. Peut-être pour rebondir sur France Bleu, puisqu'on vient de terminer sur ce sujet. Je crois qu'on peut dire que France Bleu est un peu à Radio France, que France 3 est à France Télévisions. La loi sur l'audiovisuel a été l'occasion de réfléchir assez profondément au rôle de cette chaîne, de sa spécificité. Et je crois pouvoir dire que notre souci était tout de même de réaffirmer son rôle particulier pour les régions. Alors, ma question est la suivante, en fait, elle complète celle de Michel Thiollière. C'est, jugez-vous, à titre personnel, que la part de programmes locaux dans leur diversité, vous avez évoqué la couverture de la tempête, mais dans leur diversité est globalement satisfaisante et répond aux besoins, bien sûr, des populations. Donc ça, c'est ma première question.
En matière de public, vous avez évoqué la nécessaire diversification des publics, notamment à destination des jeunes. Avez-vous donc une idée de création d'indicateurs spécifiques qui permettraient de juger, au-delà des chiffres que l'on obtient par, bien sûr, Médiamétrie, mais cette fois des indicateurs spécifiques qui permettraient de juger de la qualité du service rendu au public par le groupe? Autre question concernant cette fois le monopole de la mobilité et de la gratuité, qui avec le développement de l'Internet aujourd'hui, mais demain la télévision mobile personnelle va forcément se renforcer. Quelle peut être justement la part est très particulière et son avenir de la radio dans ce paysage qui maintenant est constitué de nouveaux supports très attractifs, notamment d'ailleurs pour les jeunes. Ça, c'est un véritable défi certainement qu'il y a à relever. Alors, je vais commencer par France Bleu. Comment dire? J'ai eu l'impression, en discutant ici ou là, ces temps-ci, qu'il y avait une centralisation très importante à France Bleu. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui est devenue très centralisée, très parisienne en fait. Et je crois qu'il est temps, c'est à étudier, il faut discuter avec les personnels. Encore une fois, ce sont des gens très dédiés à leur mission. Et je crois qu'il faut peut-être revoir ça. Il faudrait peut-être libérer quelques initiatives par là, justement pour permettre peut-être une plus grande diversité, enfin donner la place qui revient. D'ailleurs, c'est dans le cahier des charges de France Bleu, hein, c'est la diversité de nos régions. Je crois que en plus, je sens une envie de ça. Je sens une envie de ça dans les personnels. Je vais vous parler très souvent des personnels parce que la radio, c'est des personnels. Essentiellement, ce sont des gens qui fabriquent des antennes. C'est pas France Télévisions. Nous, tout est internalisé. Donc, il faut, si on veut faire avancer les choses, si on veut faire avancer des contenus, il faut convaincre, il faut mobiliser les gens des antennes. Donc je pense qu'il y a des parts de marché à gagner. Pardonnez-moi encore, mais je suis aussi, moi, comptable, si j'étais président de Radio France. Si je vous parle de marché, si je vous parle de part d'audience, ces choses-là, c'est pas anti-service public, c'est pour le service public. C'est-à-dire un service public, ça doit être fort, ça doit avoir des auditeurs. Plus il en a, le service public, plus il est fort, ce service public. Donc je crois qu'il y a des part de marché à prendre sur ce créneau, parce que, enfin, sur ce chapitre France Bleu, parce que France Bleu, c'est très moderne comme réseau, c'est très bien fait. Et donc, depuis une dizaine d'années, c'est entre 6 et 7 points d'audience. Donc, en plus, la vie démocratique de nos régions en dépend beaucoup. Je vois ça dans la région Provence-Côte d'Azur, par exemple. C'est fou comme les radios, le débat politique, par exemple, existe sur les radios de France Bleu. Et c'est vraiment, je crois, très important. Enfin, c'est pas à vous que je vais dire ça, je vais pas vous convaincre de ça, mais c'est vraiment très important. J'y vais un petit peu dans le désordre, mais c'est parce que c'est un point que je voulais souligner. Je passe à la qualité, enfin l'indice qualitatif de nos programmes. Moi, j'ai tendance à penser que les patrons d'antenne sont des gens qui servent d'institut qualitatif, vous voyez, qui ont l'oreille, qui savent, on sait tout de même assez précisément ce qu'on offre, si c'est de la qualité ou si c'est pas de la qualité. J'ai tendance à penser que c'est le métier de chacun à la radio, donc je vois pas trop quel genre d'instrument qualitatif je pourrais avoir à part l'audience. Vous savez, c'est formidable l'audience. On sait, quand on écoute la radio, on sait si on monte ou si on baisse dans les sondages. Et je vous jure que c'est vrai. Sur quelques jours, on se dit tiens là, cette radio n'est pas en forme, elle va baisser dans les sondages. Donc c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est toutes ces années de pratique qui me font dire ça, et je suis pas le seul dans la maison de Radio France à sentir des choses comme ça. Et puis j'ai peur d'avoir oublié la dernière question que vous m'avez posée parce que j'ai oublié mon stylo et j'ai pas pu la noter. Le monopole de la mobilité, de la gratuité, en fait, des supports. Aujourd'hui, ce n'est plus la radio. Avec l'Internet et la télévision mobile personnelle demain, la radio doit trouver sa place dans ce paysage. Quelle peut-elle être? Oh, madame, vous savez, il y a la consommation globale de radio en ce moment, elle est aux alentours de 83%. C'est-à-dire il y a plus de 8 Français sur 10
qui écoutent la radio. Et déjà, la pénétration d'Internet, la concurrence d'Internet en termes d'information, par exemple, c'est déjà extraordinaire et c'est pas fini. Donc, bien sûr qu'il faut garder ça en tête. Mais moi, je trouve que c'est un média qui est en très très bonne santé. C'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, par exemple, en ce moment, parce que justement les virages sont pas bien pris, parce que Internet a tout mangé d'un coup culturellement. Et c'est pas encore tout à fait le cas, je crois, en France. Et c'est à nous d'accompagner d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est à nous de faire vivre ces deux médias au bénéfice de la radio. Mais il y aura aussi d'autres intrusions. Il y aura l'intrusion de l'écrit à la radio, fatalement. Il y aura l'intrusion de l'image. Je pense à l'écrit parce que je pense à FIP. Je pense à ce service d'actualité culturelle de FIP qu'il faut à tout prix alors régénérer pour le coup. Il y aura un moment dans les données associées d'une radio, il y a de l'écrit. Enfin, il y a des métiers, il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train de se profiler. Et moi, j'ai totalement confiance dans l'avenir de la radio. Si un groupe comme le nôtre, d'ailleurs, je dis un groupe comme Radio France, mais c'est vrai de tous les groupes privés de radio. Hein. Ils sont tous en train d'imaginer les mêmes choses et de voir comment personne n'accepte cette érosion des audiences au profit d'un autre mode d'information. Donc, je ne suis pas réputé pour être férocement optimiste en général, mais en ce qui concerne cette activité-là, je ne dis pas industrie, cette activité-là, je suis optimiste. Monsieur Yves Dauge. Bon, je pense que votre probable arrivée se fait dans un contexte économique, social, culturel qui quand même représente quelque chose de tout à fait nouveau dans ce pays. On est passé d'une situation à une autre. Et même si la reprise qu'on attend, bien sûr, viendra un jour, de toute façon, nous sommes entrés, je l'espère en tout cas, dans un monde nouveau. Quant au comportement des gens, quant au rôle de l'État, à certaines prises de conscience sur des dossiers qui ont été oubliés. Et donc la question c'est, au moment où vous arrivez, quel regard porter sur la programmation actuelle? Moi je fais partie de ceux qui considèrent que c'est une excellente radio, hein, un bon groupe. Mais je dis on ne pourra pas rester comme ça. Parce qu'on est trop décalé par rapport à des situations que nous voyons, nous, sur le terrain. Les gens n'écoutent plus les politiques. Et c'est tout juste s'ils écoutent les syndicats. Il y a une rupture considérable dans ce pays qui se développe. Et les gens ne sont pas disponibles pour écouter un discours qu'on peut aménager un peu à la marge. Donc on a une vraie question politique qui nous est posée à nous, mais qui est posée évidemment à vous. Quels que soient les préjugés favorables qu'on ait sur ce groupe et cette radio, elle est confrontée, je crois, à un défi immense. Et donc la question c'est, vous arrivez, que faire par rapport à la programmation actuelle, tout en gardant certaines émissions, mais peut-être en changeant les contenus aussi. Ça, c'est je pense, une question très difficile qu'on ne peut pas non plus régler d'un revers de main. Hein. Peut-être qu'on peut en rediscuter, comme a dit Serge Lagauche, le jour où vous serez officiellement en place, hein, pour en parler au fond. J'ai une autre question moins directement liée à cette question-là. C'est bon, il y a un groupe Radio France, puis il y a un groupe France Télévisions. Est-ce que ces gens-là travaillent ensemble? Est-ce qu'il y a des synergies entre eux? Quelquefois, j'entends à France Inter des annonces sur ce que on présente à Antenne 2 ou à France 3. J'avoue que j'entends pas souvent l'inverse. Est-ce que vous pensez pas que deux grands groupes publics comme cela pourraient avoir des visions communes, des stratégies communes pour être plus efficaces? Et notamment, je pense à un sujet qui est d'actualité, parce qu'on a une élection européenne dans quelques semaines. J'ai vu un sondage qui dit que 61% des Français ne connaissent pas les dates encore. Il y a un déficit sur cette question européenne qui reste quand même une des grandes ambitions de ce pays. On ne fera rien dans ce pays si on ne passe pas par l'Europe. L'Europe est oubliée dans ce pays, complètement oubliée. Est-ce que France Télévisions, Radio France, n'ont pas
bien sûr à court terme, mais je pense surtout à moyen et long terme, une responsabilité immense dans l'appréhension par les Français de l'Europe, grâce à des opérations que j'en ai en tête certaines qu'on a commencé à faire de partenariat avec d'autres pays et d'autres radios. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quand même là, il y a un effort énorme à faire, énorme à faire. Et enfin, dernière question plus technique. Bon, on a vu comment la publicité a évolué à la télévision. De votre côté, comment vous voyez la politique de la publicité? Alors, je vais essayer de répondre sans sortir du cadre, monsieur le sénateur, d'attributions qui ne sont pas encore les miennes, hein, vous le comprenez bien. En ce qui concerne la situation économique et sociale du pays, c'est le soin que j'avais pris à évoquer dans mon propos liminaire, c'est-à-dire que le service public c'est vraiment un lien démocratique. Et vous avez sans doute raison de dire qu'on devrait peut-être s'adapter aussi à la situation. Enfin, les fabricants de programmes, et pas seulement sur le service public d'ailleurs, devraient s'adapter à la situation que traverse le pays. Moi, c'est une idée qui est difficile à mettre en place au fond, parce que quand vous avez une grille de programme, vous avez des producteurs, vous avez des salariés, vous avez des auditeurs, vous avez des gens, vous avez des contrats. C'est très difficile de modifier les choses, et ça se fait jamais à coup de hache sur une antenne. Mais je crois que on peut. Et les gens qui font ce métier-là sont empathiques en général tout de même, sinon ils ne feraient pas ce métier-là. Ils sont sensibles au courant, bon ou mauvais, qui passe sur une société. Et je pense j'ai pensé, il y a quelques semaines d'ailleurs, bien avant que j'ai aucune raison de me retrouver devant vous aujourd'hui, j'ai pensé que les radios de service public devraient accompagner davantage ce qui se passe. Il y a une information, il n'y a pas que l'information vue d'un point de vue politique ou économique à donner. Il le faut, ça, c'est notre mission d'éclairer le débat pour les électeurs, pour les Français. Mais il y a aussi une façon d'accompagner les Français quand ils sont dans l'ennui. Et je reviens à France Bleu, là, je pense que c'est, par exemple, moi je pense qu'il y a beaucoup de services que des antennes locales de proximité peuvent donner à des gens qui sont dans l'embarras. Et on sent moins ça à Paris qu'ailleurs. Mais moi je suis pas parisien, donc je passe 2 jours par semaine dans ma région. Et je vois bien que les discussions, les conversations, les soucis sont pas toujours les mêmes. Ou en tout cas, je peux les ressentir plus facilement dans ma région. Et donc je pense que les gens qui travaillent sur les stations de France Bleu sont préoccupés aussi par ça. Il va falloir justement redonner un peu l'initiative aux gens qui sont sur place peut-être et un peu décentraliser les contenus. En tout cas, c'est une impression. Après, ça mérite de l'explorer dans la réalité des personnels de ces antennes-là. Je pense aussi, monsieur le sénateur, que dans les périodes difficiles comme ça, je ne sais pas si vous avez noté, mais la culture est une espèce de, sinon de refuge, du moins, si peut-être. Je discute beaucoup avec des écrivains, enfin parce que c'était mon champ ou des gens qui fabriquent des films ou qui jouent au théâtre, et on sent qu'il y a une espèce de grande concentration en ce moment des Français là-dessus. Alors, il ne faut pas les priver de ça non plus. Je veux dire, il faut aussi les divertir, il faut aussi les intéresser à des choses que peut-être cette époque permet d'offrir. Au fond, c'est une réflexion plus approfondie sur un certain nombre de choses, mais je voudrais pas aller. On n'est pas là pour philosopher, bien sûr. En ce qui concerne un groupe comme France Télévisions, il y a eu l'ORTF. Hein, on veut pas. J'imagine remettre ça, je pense pas que c'est avec des qualités, bien que ça n'ait pas eu que des défauts, hein, et notamment sur le plan de la culture. Mais je crois que la différenciation des activités a bénéficié aux 2 activités. C'est-à-dire que nous sommes très dédiés à la radio, à mieux faire notre travail de radio, et les gens de la télévision, et encore une fois, ils ont une vie différente puisque eux ne produisent pas ce qu'ils fabriquent. Donc chacun sa façon d'alimenter les antennes. Mais vous parliez par exemple des publicités que moi aussi j'entends beaucoup sur les antennes de Radio France, au bénéfice de France Télévisions. J'entends rarement l'inverse, donc il faut regarder ce qui se passe là-dedans.
Mais j'ai vu à quel point il était difficile de faire des partenariats avec France Télévisions. Je vais vous donner un exemple, ce sont les victoires de la musique, par exemple. C'était un partenariat auquel je tenais beaucoup parce que ça permettait des concerts en direct, gratuits. Enfin, c'est vraiment très vivant pour une antenne comme France Inter. Et il fallait se battre au couteau pour avoir un partenariat, pour juste avoir un petit logo France Inter en bas de l'écran 2 fois pendant la transmission de l'émission de Victoire de la musique. Donc ça, c'est une question d'autorité aussi des patrons de groupe et les relations sont bonnes. Enfin, à titre personnel avec les patrons de ces groupes. Donc je pense qu'il y a à faire, il y a des partenariats nouveaux à faire. Et puis l'Europe, c'est un serpent de mer pour les médias, c'est-à-dire qui est responsable de cette ignorance entre guillemets relative ou de ce désintérêt à propos de ce qui se passe en Europe. Si j'étais producteur d'émissions, j'aurais une idée pour ça. Puisque c'est si difficile, puisqu'on s'est concentré sur la technique de l'Europe, la technicité, puisqu'on s'est intéressé à la complexité finalement réglementaire de l'Europe. Pourquoi on ne s'est pas intéressé aux gens qui vivent en Europe? Pourquoi on connaît tout de Gérard Depardieu? Ça va, on a peut-être un peu indigestion. Je veux dire, j'aime beaucoup Gérard Depardieu, mais pourquoi on irait, je sais pas, Umberto Eco, on le connaît un peu, peut-être qu'on pourrait le connaître plus, peut-être que ces gens pourraient incarner, où il y a bien en Suède des gens magnifiques qui écrivent des polars ou qui font des films et qu'on essayerait d'attirer à nous, peut-être que ça ouvrirait aussi quelques esprits. C'est pas ce qui va faire que les Français vont connaître la date des élections européennes. Hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais au moins c'est sur le temps que ces choses se font. Or, on a du retard. Et moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres biais quand quelque chose ne marche pas. Pourtant, les médias ont fait des efforts sur ce qui est la connaissance du mécanisme européen. Moi, j'ai décentralisé à Strasbourg, d'ailleurs invité par le Conseil européen, donc ça n'a pas coûté un sou aux contribuables français, si j'ose dire. On a fait toute une journée à Strasbourg, au Parlement, et ça a été formidable parce que ça rendait la chose vivante. Mais bon, on sait que c'est pas un sujet facile, mais il y a peut-être d'autres biais, justement le biais culturel pour surprendre les gens, pour se dire tiens, il y a cet Allemand là, c'est un Européen, quoi. Voilà, enfin, je ne réponds pas tout à fait à votre souci, mais on partage ce souci. Monsieur Jacques Ralit, vous en prie, chers collègues. Oui, je voudrais d'abord vous dire que j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que vous ne voulez pas qu'une radio jeune se transforme en radio ghetto. Et pourquoi j'ai été sensible à cette façon de vous exprimer, c'est parce que actuellement, avec des études et des expertises, on fait des tas de cibles et on essaie de faire pour chaque cible une réponse. Et dans votre attitude sur ghetto et jeunes, j'ai senti que vous n'alliez pas dans le genre de réponse que nous donne aujourd'hui, qui finalement met en petits morceaux la société et finalement la casse. D'ailleurs, j'ai noté que vous utilisiez plus le mot pluralisme que diversité. Et ça me ravit. Merci. Parce que, au nom de la diversité, qui en général chosifie les choses, vous êtes divers, restez-le, et on vous respecte comme ça, d'accord? Le pluralisme est plus dynamique. Il oblige à ce que l'homme cherche l'homme. Il oblige à être un baldien, quoi. Et ça, c'est une très grande question qui n'est pas suffisamment réglée, n'est-ce pas? Et que j'ai senti qu'elle constituait pour vous une sorte de combustible. Et à cela, je suis très, très sensible. Tout enfermement de quelque nature qu'il soit, tout ce qui dit c'est achevé, celui-là, il tourne quelque part le dos à une démocratie. Or, la presse, la radio, la télévision, c'est une dimension structurante de la démocratie. Et comme on est des législateurs, on a un petit peu, peut-être on est orgueilleux, mais en fait c'est une tâche parallèle à la vôtre, hein, avec la sanction de l'élection, à protéger l'espace public
comme espace où les gens se trouvent et se retrouvent et se reconnaissent. Et se reconnaissent. Vous voyez, par exemple, c'est vous qui avez été envisagé, j'aurais presque aimé qu'il y ait 2-3 personnes, parce que je suis plus sensible au différentiel, comme dit Lévi-Strauss, qu'à la différence. Plus ça va, plus les différences sont indifférentes aux différences. Tandis que le différentiel cherche ce qui fait qu'on est un homme et que forcément on est un peu et beaucoup comme les autres, mais qu'on a une façon particulière d'aborder. Et ça, c'est un beau bouquet, ça. C'est pas des œillettes toutes les couleurs, c'est toutes les fleurs. Alors je voulais dire ça, parce que j'ai été touché, quoi. Et je trouve qu'il faut avancer dans ce sens-là contre les habitudes sclérosantes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de choisir l'inaccoutumance, l'élan du pluralisme, l'audace de la création, quoi. Ce sont des mots qui ont l'air de tous les jours, mais les gens les comprennent, ces mots-là. Les gens les comprennent. J'ajoute aussi la faculté d'irrespect. C'est une belle expression de Vaillant, la faculté d'irrespect. Bon, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Alors j'ai l'impression de rentrer dans la discussion d'un cahier des charges. Je me différencie de toi, mais j'aime aussi ta différence, tu vois. Mais il y a un différentiel, là. Donc, je voulais dire ça. C'est peut-être la chose essentielle que je voulais dire, parce que j'en ai un peu assez des gens qui finalement sont désancrés parce que trop ancrés. Vous voyez? C'est un peu, voilà, une chose que je voulais vous dire. Bon, par ailleurs, je vous connais. Je vous ai écouté comme beaucoup d'entre nous. C'est être bébête de dire ça, mais vous êtes un bon journaliste. Puisqu'on a parlé de métier, autant le dire. Voilà. Alors bien évidemment, j'aime pas la façon dont il a été choisi de faire les choses. Je trouve ça nulle part ailleurs. Je trouve que c'est une politique d'ancien régime. Je parle de la façon de faire, hein. Mais ça, c'est pas ça qui doit être le tamis pour vous juger, quoi. Voilà. En fait, j'aime pas la pratique qui fait qu'on adoube. Moi, j'aime bien dire je choisis pour. Mais adouber. Vous voyez? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Je vous connais. Je sais que vous êtes un homme très ouvert, donc je voulais vous citer un patron d'entreprise privée à propos de pluralité, de diversité. C'était monsieur Rigaud qui a longtemps régné sur le monde magique et merveilleux d'RTL, à la grande époque d'RTL, et il m'avait expliqué cette notion de pluralisme. Il m'avait dit, voilà, qu'est-ce qu'une belle radio? Je ne sais pas s'il faisait référence à sa propre radio d'ailleurs. Il me disait, c'est la radio d'un honnête homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un honnête homme? C'est un monsieur qui pourrait s'intéresser à la musique, qui connaîtrait pas le théâtre, mais qui aimerait en entendre parler. Ça lui donnerait peut-être envie d'aller au théâtre, qui aurait besoin d'informations pour être un citoyen. Enfin, donc, comment être citoyen si on n'est pas informé? Et il aime même le football. Et il adore la musique. Pas toutes les musiques, mais on lui offre toute la variété de ce qu'il peut. Et on le respecte. Et si vous faites tout ça, vous avez une belle radio et un honnête homme, au sens que vous voudrez donner à l'expression, mais j'avais trouvé que c'était une belle définition de la radio. Allez-y, on ne va pas vous le refuser. Je peux donner un conseil, mais les lois Auroux de 83, Ça reste bon, hein. du point de vue de la représentativité des personnels, elles donnent des possibilités intéressantes, c'est-à-dire qu'ils sont un nombre suffisant pour être au moins entendus, en tout cas dignement reconnus. Et si vous êtes choisi, si vous travaillez dans la convention collective et tout ça, je vous conseille de relire les lois Auroux. Non mais c'est vrai parce que on est dans une société où les gens se regardent en chien de faïence, mais des fois on regarde en chien de faïence parce que je regarde dans la loi sur l'audiovisuel, ils seront 2. Les lois Auroux disent ils sont 5.
5, on est quelqu'un. 2, on est invité. Et il y a quelque chose à faire. Et dans ces choses comme sont la radio et la télévision, qui nous appartiennent à tous. Là, c'est tout, je m'arrête maintenant. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Lozach et ensuite à Monsieur Bell. Oui, bon, tout d'abord, je partage l'avis exprimé par certains collègues sur le côté un peu irréel, un peu surréaliste de la procédure de désignation, et y compris sur le rôle que l'on entend nous faire jouer, nous, parlementaires, à ce stade de la désignation. Mais la première question, Monsieur Hess, vous avez, quand on regarde votre parcours, vos responsabilités, vos préoccupations, vos pôles d'intérêt, vous avez une relation forte avec les États-Unis. Et je crois que vous avez sérieusement étudié effectivement le paysage audiovisuel américain, notamment le paysage radiophonique. Donc je voudrais savoir quelles leçons, quels enseignements vous pensez tirer de cette expérience-là, notamment en ce qui concerne le traitement de l'information. Parce que c'est vrai, vous avez à juste titre insisté à plusieurs reprises sur la notion de service public, la déontologie du métier, etc. Et donc je voudrais savoir effectivement comment vous entendez vous inspirer demain de ce que vous avez rencontré là-bas. Et la deuxième question, bon, nous sommes des parlementaires, mais nous sommes tous en même temps des élus locaux, des élus territoriaux, et donc nous sommes très attachés à tout le réseau de Radio France, c'est-à-dire à France Bleu. Mais force est de constater que sur le terrain, depuis plusieurs années, il y a eu une sorte de restriction, de réduction de toute la partie locale, je dirais, de ces radios-là, notamment en ce qui concerne la programmation, l'information, les équipes de journalistes, les équipes d'animateurs, etc. Et dans le futur contrat d'objectifs et de moyens, on souhaiterait effectivement que ce soit l'une de vos préoccupations majeures demain que de donner un coup d'arrêt à ce désengagement-là. Alors, Monsieur le Sénateur, je vais commencer par France Bleu, si vous le permettez. Je suis pas en position de critiquer le travail des gens. Je suis pas dans cette maison, donc j'ai juste un avis extérieur pour l'instant, et je pense que vous le comprendrez. Je veux dire, je suis simplement étonné de temps en temps de ce que vous évoquez, c'est-à-dire que je pense qu'une radio, une station locale doit être au plus près de son pays, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des décrochages nationaux que je trouve d'ailleurs parfois bizarres sur le plan des horaires. Je me dis, tiens, moi qui connais bien la vie de région, c'est pas mes horaires de vie, quoi. Donc je pense qu'il faut voir des choses comme ça. Bien évidemment, il y a eu un souci d'économie manifeste, et je vais pas critiquer cet aspect du dossier que je ne connais pas suffisamment d'ailleurs. Mais je pense que oui, il faut réharmoniser quelque chose par là. Enfin, la vocation durable, essentielle des stations de France Bleu, c'est la proximité, c'est la vie locale. Donc, je pense qu'il faut réaménager un certain nombre de choses. C'est vrai aussi au niveau de la programmation musicale, d'ailleurs. C'est vrai à certains autres niveaux. Donc, c'est un souci que je partage, et je vous promets que le contrat d'objectifs et de moyens traitera, peut-être pas à votre entière satisfaction, mais cette question-là. Si on parle de l'expérience américaine, j'ai peur qu'on y soit très longtemps, mais je vais vous en dire un petit mot tout de même. Parce que, mais c'est un peu personnel, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire perdre votre temps, mais j'ai eu deux époques dans ma vie de journaliste. J'ai commencé à 17 ans en France, et je souhaitais quitter ce métier. Vers la trentaine, enfin un peu avant d'avoir 30 ans, parce que j'aimais trop ce métier pour la pratique telle que je la connaissais, telle que je l'exerçais en France. Ça me dérangeait quelque part. Puis je suis allé aux États-Unis en 1981. J'y suis resté 10 ans et ça m'a remarié avec mon métier. Il y a tous les défauts du mass média, de l'industrie pour le coup des médias, mais il y a aussi quelques magnifiques qualités éthiques du métier de journaliste. D'ailleurs, elles étaient tellement belles qu'elles se sont effondrées au moment de l'invasion de l'Irak. Et ça a été une leçon, alors pour le coup, philosophique et politique pour moi et pour plein d'autres gens. C'est-à-dire que c'est fragile, tout ça. C'est fragile. C'était la plus belle écurie journalistique du monde, les États-Unis, dans les années 70 et 80. Et un peu après, et ça s'est écroulé en très peu de temps. Il a suffi d'une invasion de l'Irak pour que chacun se couvre, se cache et ne veuille plus voir la réalité, et finissent par mentir un peu à l'opinion. C'est quand même un délit de démocratie grave
dans ce pays que j'adore et que je respecte. Donc, au moins, moi, ça m'a donné une structure mentale pour exercer mon métier. J'ai adoré ces années américaines avec tous les défauts. Seulement, si je défends autant le service public, c'est que la part du service public aux États-Unis, elle n'est pas épaisse. C'est celle qui marche le mieux. La radio publique, la NPR, National Public Radio, ça n'a pas l'audience qu'un groupe comme Radio France, mais c'est une seule antenne. Très associée à Internet, d'ailleurs. Et ça marche du feu de Dieu. Je veux dire, c'est une réussite de service public. C'est pas le service public à la française, c'est-à-dire qu'il y a une part de subvention de l'État qui s'est rabougrie d'ailleurs, et puis une part de donation des citoyens. Mais c'est une très belle chose. Mais il y a tout le reste qui est privé, qui se porte pas si mal, et le taux de crédit, le taux de confiance est un peu affaissé, et l'audience de la radio a baissé de 10% en quelques années. Alors, Monsieur Bell, et ensuite Madame Laborde. Vous voyez que les questions sont nombreuses. Oui, donc je vais essayer d'être bref, Monsieur le Président. Monsieur S, vous l'avez compris, de ce côté-ci, même si ce n'est pas totalement exhaustif, nous ne sommes pas très à l'aise cet après-midi dans cet entretien. Disons qu'on aurait peut-être aimé vous recevoir dans des conditions différentes. Donc nous sommes partagés par des sentiments ambivalents. Je ne vais pas faire trop long là-dessus. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la nouvelle manière de désigner le patron de Radio France. Vous êtes vraiment le plus mal placé, vous l'avez dit, pour répondre à ce genre de questions. Mais vous comprendrez également quelle position peut être celle des sénateurs qui, disons, comme Jack Rallit, Serge Lagauche, quelques autres, sont tout de même un peu troublés par l'exercice que l'on nous propose aujourd'hui. Alors simplement une question pour satisfaire ma curiosité. Lors des contacts que vous avez pu avoir, qui, disons, ont été à l'origine de la proposition de désignation, est-ce qu'il a été question d'un binôme, d'un tandem que vous pourriez former avec le futur patron de France Inter, ou est-ce que ce sont vraiment des élucubrations de journalistes? En deux mots, est-ce que vous avez présenté une équipe à deux, ou est-ce qu'on vous a proposé de le faire? Voilà, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Si, je peux répondre à toutes vos questions, Monsieur le Sénateur. Il n'y a pas eu de préliminaire, Monsieur le Sénateur. Je sais pas, je vous dis, je ne vais pas commenter cette loi, c'est vous qui votez les lois, c'est pas moi. Voilà, je suis là devant vous. Et donc, vous comprenez les limites de l'exercice aussi pour moi. Mais il n'y a pas eu de préliminaire. Et quant à l'homme que vous évoquez, mes idées sont à moi. À aucun moment avec le président de la République, je n'ai parlé du contenu des antennes ou des gens. Est-ce que ça répond quelque part à votre interrogation? J'ajouterais même que j'ai été surpris. Et je ne veux pas aller plus loin enfin, je sais que ça se fait, mais moi, c'est pas mon éducation. Mais je ne voudrais pas rompre la confidentialité d'un entretien avec le président de la République. J'ajoute que j'ai tendance, quelles que soient les valeurs des uns et des autres, j'ai tendance à faire confiance absolument à la présidence, à la parole d'un président de la République. J'ai été élevé comme ça, je finirai comme ça. Et je ne suis pas naïf. Madame Laborde, vous avez la parole, chers collègues. Merci. Donc, vous êtes journaliste, vous avez été présentateur de différentes émissions, directeur de France Inter. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à votre nomination et un cahier des charges imposé, on va dire, quel espace de liberté avez-vous, ou pensez-vous avoir, pour devenir donc président de Radio France et diriger avec quand même... moi, j'arrive pas à situer tout à fait entre le cahier des charges et l'espace de liberté. Voilà, c'est pas un entretien que nous vous faisons passer, puisque nous avons un choix ou un non-choix pour vous désigner. Mais qu'est-ce qui ferait, si on était en entretien d'embauche, quelle qualité moi j'ai envie d'entendre quel est votre espace de liberté, quelle est votre idée forte à vous, qui vous appartienne à vous. Voilà.
Alors, j'essaye et qui me donne envie de mettre oui ou non, puisque c'est le choix ou le non-choix que j'ai. Voilà. Ma modestie souffrirait. Alors, comment dire, je vais essayer d'aborder le problème un peu différemment et vous me direz si je suis dans la ligne, le droit fil de votre interrogation. Mais j'ai depuis 2 mois ou 1 mois et demi lu ici et là que rien ne pouvait me préparer à cette fonction, puisque je n'étais pas gestionnaire, puisque voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 catégories de gens. Il y avait ceux qui, je sais pas par quoi d'ailleurs, enfin j'ai une petite idée, mais peuvent être gestionnaires d'une grande entreprise publique, et puis il y a ceux, comme les journalistes, qui sont pas faits pour. Moi, c'est pas ma notion de la vie en général, enfin tout court. Moi, j'ai dirigé moi-même, et puis un jour j'ai dirigé une rédaction de 120 journalistes, puis un jour j'ai dirigé 453 personnes d'une grande antenne publique, et j'ai toujours rendu des budgets impeccables, je me suis toujours battu pour mon équipe, j'ai toujours fait en sorte que les audiences montent, enfin, j'ai fait ce qu'un chef d'entreprise fait, quoi. Alors effectivement, je n'ai jamais été président de Radio France, je n'ai jamais dirigé une entreprise avec de tels dossiers, avec un chantier de plusieurs centaines de millions d'euros à venir, une numérisation en route sur le plan de la diffusion, des développements Internet qui sont compliqués, enfin qui supposent des investissements. J'ai jamais réécrit une convention collective pour une entreprise de cette dimension. Mais Radio France, c'est plein de talents, c'est plein de gens qui y sont, c'est plein de gens qui travaillent en ce moment, qui travaillent bien, un PDG n'est pas tout seul, c'est pas un homme seul, ou alors c'est une catastrophe. Je veux dire, il y a 4500 talents à Radio France, plus ou moins exploités, plus ou moins mobilisés, voilà, quoi. Donc, c'est très difficile pour moi de vous dire, voilà, je suis le meilleur patron possible pour Radio France, vu justement le mode de désignation. C'est vrai que ça se passe pas comme ça, mais c'est pas moi qui ai choisi la formule. Et je ne vais pas m'en plaindre, pardonnez-moi, je ne vais pas être hypocrite. Je suis ravi d'être devant vous pour essayer de vous dire que si vous me faisiez confiance, je serais le meilleur patron de Radio France possible. Et d'ailleurs, vous ne verrez personne dans cette enceinte, dans les mêmes circonstances, vous dire le contraire, vous dire, ah, je suis pas sûr de ça ou de ça ou de ça. C'est l'aventure de la vie. Mais encore une fois, moi je crois à Radio France. C'est une entreprise que je connais bien du sol au plafond. Je dirais même de la cave à des endroits où personne ne va jamais. Je connais les métiers de Radio France. Je connais les gens. On a une relation ensemble. Ça ne veut pas dire que la relation est rose. Un PDG assume ses responsabilités. C'est quelque chose aussi qui est important à vous dire. C'est que quand on prend ce genre de fonction, quand on accepte de postuler à ce genre de fonction, quel que soit le mode de désignation, on assume ses responsabilités. Et les gens de Radio France me connaissent pour cette qualité-là, si j'en ai une. Ça répond à ma question. Je suis contente d'entendre que vous soyez ravi. Merci. Voilà. Monsieur Baudin a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur S., je dois dire que c'est agréable d'entendre votre voix. Merci. Dans la mesure où, pendant toute la période, ou les périodes où nous avons eu l'occasion de vous entendre, en particulier à France Inter, vous faites déjà partie d'une histoire, de l'histoire de cette radio. Et c'est ce que, comme ça a déjà été exprimé, mais je dirais peut-être d'une autre façon, permettez-moi à mon tour de le dire, nous met un peu, et moi aussi, un peu mal à l'aise. Vous avez dit tout à l'heure, d'entrée, quand on vous a posé la question, quand M. Lagauche vous a posé la question, êtes-vous angoissé de connaître le résultat des votes qui vont avoir lieu à cette commission et à celle de l'Assemblée nationale? Vous avez répondu oui. Permettez-moi de vous dire en toute franchise que je pense que vous êtes un trop fin connaisseur de la vie et de la vie politique française pour savoir que vous ne risquez pas d'être l'objet d'une crise politique majeure en France, qui serait celle d'une rupture entre le président de la République et sa majorité parlementaire. Donc ne soyez pas angoissés, tout va se passer très bien. J'en suis convaincu. Ceci étant dit, et c'est en cela où je vous disais que je suis un peu mal à l'aise, parce que j'évoquais
Jean-Luc Hess, journaliste, mais la question qui nous est posée, et la loi d'ailleurs qui a été votée, nous amène effectivement à répondre, non pas à la question de savoir est-ce que M. Jean-Luc Hess vous paraît être un bon et un mauvais journaliste, pardon, capable d'assumer les fonctions de président de Radio France. La question qui nous est posée, c'est est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le choix du président de la République? J'aurais aimé, moi, pouvoir me déterminer par rapport à la question posée en premier. Je suis très mal à l'aise pour m'exprimer, sachant que ce n'est pas cette question-là qui nous est posée, mais c'est la deuxième. Il faudra que vous viviez avec, nous aussi. On aura donc l'occasion de se revoir, mais il n'empêche que c'est quand même bien cela qui sera la conclusion de ce vote, hein, et malheureusement nous ne pourrons pas dire tout le bien ou tout le mal, mais tout le bien que nous pensons de vous. Simplement, je voudrais vous poser une simple question. Vous allez donc prendre la responsabilité d'une grande maison, Radio France. C'est pas un quiz, et c'est très sérieux. Si je vous disais, à l'heure actuelle, quel est le point fort sur lequel vous pensez pouvoir compter sur cette maison telle qu'elle est aujourd'hui, et son point faible, sur lequel vous vous dites, là, c'est là que je vais avoir du boulot. Voilà la question que je souhaitais vous poser. Je peux faire un tout petit commentaire sur votre propos d'entrée, tout de même, sur l'angoisse. Mais je vous en prie. Parce que je ne sais pas quel sera, évidemment, le résultat du vote des parlementaires, mais imaginons qu'il me soit favorable ou qu'il ne me soit pas défavorable, j'aurai affaire à vous, j'aurai affaire au ministère de la Culture, j'aurai affaire à la DDM, j'aurai affaire au CSA. J'ai besoin de convaincre, quel que soit le mode de désignation. J'ai besoin que vous me regardiez, si le processus de désignation va jusqu'à son terme en ce qui me concerne, que vous me regardiez comme un professionnel qui dirige une grande entreprise de service public. Donc j'ai besoin de votre confiance. Quelles que soient les réserves que vous avez très bien soulignées, encore une fois, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais c'est ça qui m'angoisse. Au fond, c'est bien évidemment le résultat à l'arrivée, mais c'est les années à venir et la responsabilité qui m'incomberait. Et il faudra, si les choses se passent dans un sens qui m'est favorable, il faudra que vous ayez un regard sur moi qui soit celui d'un chef d'entreprise, enfin le regard que vous auriez sur un chef d'entreprise et qui utilise l'argent public. C'est-à-dire que ça, c'est une responsabilité qui m'angoisse, qui me ravit, mais qui m'angoisse aussi. Et votre regard m'importe infiniment, au-delà de la loi sur laquelle je n'ai absolument pas de commentaire à faire, sur ce mode de désignation. Et alors, les points forts de la maison. Moi, je vais vous dire, le point fort de la maison, c'est le personnel de la maison. C'est pas démagogique, c'est que tout se fait, tout est produit à Radio France par le personnel. Encore une fois, on parlait de France Télévisions tout à l'heure. France Télévisions doit produire en direct 10% de ses contenus. Nous, c'est 100%. Et donc, quelles que soient les vicissitudes de l'existence, cette entreprise a toujours innové, c'est toujours adapté. Ça râle, c'est dans la nature de nos métiers aussi. Mais voilà. Le point faible de l'entreprise pour l'instant, pour moi, c'est le chantier de réhabilitation. C'est-à-dire que je ne connais pas ce dossier. Je n'y ai pas accès, je n'y ai pas eu accès. Et donc, ça, je sais que ça conditionne tout pour les années à venir. Au-delà des envies qu'on peut avoir, au-delà de l'imagination qu'on peut avoir, au-delà de l'énergie qu'on peut mettre dans cette belle machine, c'est là que ça se passe. Si les choses se passent bien sur cet immense chantier, coûteux et nécessaire, cette maison pourra prendre son plein régime. Ça ne veut pas dire vitesse de croisière, mais son plein régime. Bien, mes chers collègues, je crois que nous avons soumis M. Hess à de très nombreuses questions et il s'est efforcé d'y répondre. J'en aurais peut-être une ou deux à ajouter. Estimez-vous, M. Hess, que Radio France doit
prendre sa part à la politique francophone de notre pays. Il était inscrit dans le contrat d'objectifs et de moyens 2006-2009 de Radio France, qui doit y avoir un renforcement des liens entre Radio France et RFI, par exemple. Comment voyez-vous les rapports entre Radio France et RFI? Vous intéresserez-vous aussi à ce que représentent ces Français de l'étranger pour qui la radio est un élément également très important. Et puis, si je m'intéresse à la francophonie, tout le monde le sait dans cette commission, j'ai aussi beaucoup de respect pour toutes les langues, y compris nos langues régionales. Alors, je voudrais vous demander si vous envisagez peut-être de voir dans quelle mesure France Bleu pourrait accorder une place peut-être un peu plus importante à nos langues régionales. Voilà, ça ce sont les questions que je voulais vous poser, en vous disant aussi, puisque un certain nombre d'entre nous ont fait un petit commentaire sur l'exercice auquel nous nous livrons, que dans cette commission, qui est aussi la commission de la communication, nous aurons bien évidemment l'intention de recevoir le futur président de Radio France très régulièrement, de donner notre sentiment sur les contrats d'objectifs et de moyens. Et donc, pour nous, le rapport avec le futur président de Radio France n'est pas simplement une occasion de se rencontrer quand il n'est pas encore en fonction, mais tout au long et à la suite des choses, de poursuivre avec vous le dialogue que doit avoir nécessairement la représentation nationale avec le responsable en charge de la radio publique dans notre pays. Alors, Monsieur le Président, je vais m'efforcer de répondre sur un des dossiers que je connais moins bien que l'autre, mais enfin, en ce qui concerne les relations avec RFI, il me semble, on parlait tout à l'heure à propos de France Télévisions de coopération entre des organismes publics, ça me semble évident. D'ailleurs, je dois dire que c'est le cas déjà depuis bien des années. Là, je parle d'information parce que on a toujours sollicité sans aucune réserve les journalistes de RFI pour nos correspondances, et donc je pense qu'il faut évidemment vivre, même si les statuts ont changé, enfin, ou sont en train de se modifier sensiblement. Je pense que effectivement, il faut établir ce lien-là. En ce qui concerne la francophonie, j'écoute les antennes. Je dois reconnaître qu'un effort a été fait sur France Inter. Je pense notamment à une émission littéraire sur la francophonie. Donc, est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas, mais je pense qu'il y a une vraie association. Et puis j'ai eu l'occasion, moi, au fil des années, de fréquenter donc mes collègues des radios publiques francophones. Encore une fois, là, la bonne volonté y est, reste à voir, à imaginer des formules qui soient vraiment efficaces et pas simplement verbales. Et puis en ce qui concerne les langues régionales, je vous avoue il faut que je regarde dans ce dossier de France Bleu ce qu'on peut faire, à quel endroit on peut le faire, sous quelle forme et quel service public s'arrange. Je suis bien convaincu que si c'est un souci pour vous, c'est qu'une question existe et que les questions doivent apporter des réponses. Bien, je vous remercie. Mes chers collègues, nous allons, en remerciant M. S d'avoir répondu à nos questions, nous allons lui demander maintenant de nous laisser procéder au vote, mais vous pouvez rester dans la maison dès que nous aurons procédé à notre vote, eh bien, j'en proclamerai le résultat et nous vous le communiquerons immédiatement. En tout cas, pardonnez-moi, je voulais vous... Je pense qu'il n'est question de faire mourir personne, mon cher collègue. Je voulais simplement vous remercier pour votre courtoisie et la qualité de vos interventions et de vos questions. Et je le dis sincèrement. Je vous remercie beaucoup.